Volksky est une ville de l'oblast de Volgograd, en Russie. C'est une ville paisible et accueillante avec environ 322 000 habitants. Pourtant, parmi ces gens tranquilles se cachait un fou dangereux. La disparition mystérieuse de deux jeunes amis en octobre 2017 a bouleversé la région de Volgograd. La ville a été mise en alerte et la ceinture forestière de la rue Pouchkine a été fouillée par des centaines de volontaires, de policiers et de militaires. Personne n'aurait pu imaginer comment cette histoire se terminerait tragiquement. Dans la nuit du 12 au 13 octobre, Daria Labutina, 28 ans, et Olga Chaposnikova, 29 ans, décidèrent de se détendre dans un club de karaoké. Dès le matin, elles rencontrèrent un homme avec une bouteille de vin, manifestement en quête d'une aventure. Quelques jours plus tard, les habitants de Volksky apprirent son nom. Son identité avait été capturée par les caméras. La dernière fois que la mère d'Olga la vit, c'était au matin du 12 octobre. Elle était partie travailler, déclara Natalia Chaposnikova au tribunal. La jeune femme travaillait comme vendeuse. Le soir, sa mère rentra chez elle, mais elle n'y était pas. Elle m'appela et dit qu'elle reviendrait plus tard. Le 13 octobre, nous avons essayé de l'appeler toute la journée, sans succès. Olga vivait avec son compagnon. Mais comme sa chambre était en rénovation, elle s'était temporairement installée chez sa mère. Lorsque les filles ne sont pas revenues de leur sortie nocturne, des centaines de personnes se sont mobilisées pour les rechercher. Des volontaires ont parcouru la ville avec des panneaux indicateurs, des pelles, des lampes de poche et des talkies-walkies. La police, l'armée et les secouristes sont retournés sans cesse aux mêmes endroits, refusant de perdre espoir de retrouver les deux amies vivantes. Pourtant, chaque jour, les rumeurs se multipliaient. Les bénévoles en avaient assez de réfuter les fausses informations diffusées sur les réseaux sociaux. Certains affirmaient que les filles avaient été retrouvées, d'autres qu'elles étaient toujours portées disparues. Les enquêteurs ont reconstitué les dernières heures de la vie des amies. Elles ont quitté le club de karaoké, pris un taxi et se sont rendues avec un homme de grande taille au numéro 19 du boulevard Prof. Sojutsov. Les experts en criminalistique ont inspecté l'appartement loué par Alexander Maslenikov. C'était lui qui était avec les jeunes filles cette nuit-là. Dans l'appartement, ils ont trouvé des preuves d'un crime. Des taches de sang ont été découvertes sur des appareils de cuisine et dans la salle de bain. Plus tard, une expertise médico-légale a confirmé qu'il s'agissait du sang des femmes disparues. Les voisins connaissaient Maslenikov et racontaient beaucoup de choses à son sujet. Ils se souvenaient qu'il avait grandi dans une famille dysfonctionnelle. Bien que sa mère ait travaillé toute sa vie avec assiduité dans une usine, son père était un buveur. Un voisin des parents de l'homme a déclaré que le père de famille était un alcoolique. Il n'a pas travaillé depuis des années. Parfois, il ne rentre même plus chez lui. Il dort ivre directement sur le banc ou pire, en dessous. Personne ne dit du mal de sa femme, dit un voisin. Elle a travaillé toute sa vie à l'usine. Ils ont une fille avec 2 petits-enfants et un gendre qui est constamment en déplacement. Je crois qu'il travaille en horaire décalé quelque part dans le nord. La sœur d'Alexander a refusé de répondre aux questions. Cependant, selon des informations non officielles de l'époque, son frère serait venu chez leurs parents quelques jours après la disparition des filles. Plus tard, c'est Oksana elle-même qui a alerté la police. Ce n'est que le 18 octobre, presque 2 semaines après la disparition de Daria et Olga, que des preuves irréfutables ont été trouvées. À ce moment-là, la photo de Maslenikov était déjà affichée dans Volksky et il était sur la liste des personnes recherchées. L'administration municipale n'est pas restée inactive. Le vendredi 20 octobre, le maire de Volksky a offert une récompense de 700 000 roubles, environ 7 000 €, pour toute information pouvant mener à la découverte des 2 jeunes femmes et de Maslenikov. Toute personne ayant des informations sur le lieu où se trouvait le suspect était priée de contacter immédiatement la police. La description du recherché, taille entre 1,95 m et 2 m, corpulence moyenne, cheveux clairs et coupés courts, front haut, yeux bleus enfoncés, signe distinctif, un grain de beauté sous l'œil droit. L'homme qui cherchait à se cacher de la police et des enquêteurs après le crime a été arrêté à Chimki, près de Moscou, juste devant un immeuble résidentiel. Lors du premier interrogatoire, il n'a opposé aucune résistance et a parlé librement de son passé criminel. Il avait passé la majeure partie de sa vie dans une colonie pénitentiaire pour grands criminels. Maslenikov a avoué le meurtre des 2 amis. Selon lui, tout a commencé par une dispute qui s'est terminée en massacre. Après le crime,
il a décidé de se débarrasser des corps. L'accusé a démembré les victimes, mais n'a pas pu broyer complètement les restes dans un hachoir à viande et les a finalement enterrés dans un bois près de la rue Pouchkine. Plus tard, un expert médico-légal a confirmé qu'il avait effectivement broyé certains membres dans un hachoir à viande. Un détail qui a immédiatement conduit les médias à le qualifier de cannibale. De nombreux journalistes ont spéculé qu'il avait l'intention de consommer des parties des corps. Il s'est avéré qu'à l'origine, 3 jeunes filles accompagnaient Maslenikov. Cependant, l'une d'elles a décidé de rentrer tôt chez elle, car elle ne voulait pas rester dehors longtemps. Une décision qui lui a sauvé la vie. Des centaines de citoyens se sont rassemblés pour voir le meurtrier qui avait exécuté les femmes sans défense. Il semblait qu'il n'était qu'à un pas d'une justice populaire publique. Pour prévenir une attaque de la foule en colère, le suspect devait être sous haute surveillance. Après l'enterrement des 2 jeunes femmes, qui ont été inhumées dans des cercueils scellés, la colère des habitants de Volchsky ne fit que grandir. Les détails du crime se répandirent rapidement dans la ville. Maslenikov déclara qu'il avait appelé un taxi après la soirée karaoké avec ses victimes. Selon lui, ils étaient de bonne humeur. « Nous avons bu du vin », dit-il lors de l'interrogatoire. Daria a essayé de couper des fruits, mais elle était très ivre, et j'ai décidé de l'aider. Pendant que nous attendions la pizza commandée pour la maison, il raconta aux filles qu'il travaillait à Moscou et gagnait environ 80 000 roubles. Daria lui demanda s'il allait épouser Olga, et il répondit en plaisantant « Je le ferai ». J'ai réalisé que les filles étaient libres, ajouta-t-il. Quand Olga est allée fumer sur le balcon, il commença à raconter une blague vulgaire à Daria et remarqua qu'elle souriait. J'ai eu l'impression qu'elle avait pitié de moi, se souvint-il. J'ai tendu la main pour l'embrasser, mais elle m'a repoussé. À ce moment-là, il lui aurait accidentellement tranché le poignet avec le couteau avec lequel il venait de couper la pizza. Cette coupure bouleversa la soirée. Selon la version de Maslenikov, Daria a commencé à crier et à le menacer et il l'a suivi, effrayé, dans la salle de bain. J'ai eu une sorte de réflexe, a-t-il déclaré devant le tribunal. J'ai poignardé Daria. À ce moment-là, Olga Chaposnikova a couru dans la salle de bain. Je me suis retourné et je l'ai poignardée. Je ne sais pas pourquoi. Selon ses dires, elle a halté, a glissé au sol et a cessé de respirer. Je n'ai pas appelé d'ambulance, car elles étaient mortes sur le coup et j'étais sous le choc. Après l'incident, il est allé sur le balcon pour fumer, a pris les téléphones portables des filles et a quitté l'appartement. Interrogé quelque temps plus tard, il raconta une autre version. Il se souvint soudain qu'il avait été seul avec Olga avant le meurtre, puis qu'il voulait continuer avec Daria. J'ai décidé de tuer Daria. Je l'ai jetée dans la baignoire et tiré le rideau, dit-il. Selon lui, Olga entra dans la salle de bain à ce moment-là. Je ne suis pas sûr qu'elle ait réalisé ce qui se passait. D'après la version de l'accusé, il emmena Olga dans la chambre, l'attacha et lui mit un drap dans la bouche. Quand elle acquiesça, il fit les 100 pas dans la pièce avant de lui mettre un paquet de pilules dans la bouche. Elle ne les a pas toutes avalées, avoua-t-il. Pour empêcher la jeune fille de crier, il reprit le drap. Dans l'affaire du massacre de 2 amis à Volchsky, une autre personne impliquée est apparue, la sœur de Maslenikov, Maria Romashkova. Il s'avère qu'elle a aidé son frère à se débarrasser des corps. Tous 2 ont acheté une vieille voiture spécialement destinée au transport des cadavres. Puis, elle est allée dans l'appartement pour inspecter la scène du crime. Devant le tribunal, elle a affirmé n'avoir vu aucune trace de sang ni perçu aucune odeur. Plus tard, ils sont retournés dans l'appartement. Maslenikov a glissé un morceau de papier dans la serrure pour vérifier si quelqu'un d'autre était entré. En franchissant la porte, sa sœur a remarqué un panneau indiquant la vidéosurveillance. J'ai vérifié où les caméras étaient installées et je lui ai dit, se souvient-elle. Elle espérait qu'il aurait peur et fuirait, et elle voulait aller à la police. Mais au lieu de cela, Maslenikov s'est arrêté chez une connaissance qui a ensuite comparu au tribunal où elle a soigneusement dissimulé son visage. La femme a déclaré que lorsque la nouvelle de la disparition des filles a circulé sur les réseaux sociaux, l'homme s'est calmement rendu avec elle dans la ceinture boisée de la rue Pouchkine, où il a enterré les corps. Maslenikov a agi seul. Il a acheté à l'avance une pelle, des sacs et du ruban adhésif dans le supermarché le plus proche, et le soir, il a appelé sa sœur pour se plaindre qu'il avait peur et que son outil était tordu. Après avoir éliminé toutes les preuves, il a décidé de fuir.
Les enquêteurs ont constaté qu'il travaillait avec la précision d'un éclaireur expérimenté. D'une certaine manière, il avait un talent pour garder le secret et brouiller habilement ses traces, a déclaré un policier. Le fugitif a utilisé un covoiturage pour se rendre discrètement dans la région de Moscou. Il a trouvé un logement temporaire à Chimki et espérait rester inaperçu. Mais les autorités savaient qu'il pourrait frapper à nouveau s'il n'était pas rapidement arrêté. Lorsqu'ils l'ont finalement arrêté, il semblait choqué. Il ne s'attendait apparemment pas à être retrouvé si rapidement. Sans résistance, il a indiqué aux enquêteurs l'emplacement exact où les corps étaient enterrés. Malgré la pluie croissante, les policiers se sont immédiatement rendus sur place. Ils ont établi un périmètre de sécurité et installé un éclairage, car il faisait déjà sensiblement sombre. La foule ne voulait pas se disperser, et les maris des jeunes filles disparues menaçaient de lyncher le suspect. C'est pourquoi les mesures de sécurité ont été renforcées. Des sacs en plastique ont été extraits de la fosse d'1,50 m de profondeur. La police scientifique a finalement confirmé les déclarations du suspect. Au tribunal, Maslenikov, désormais surnommé le bourreau de la Volga, tenta de s'adresser aux journalistes. Cependant, faute de plateforme, il se replia complètement sur lui-même. À toutes les questions, il ne répondait que par oui ou non. Il chercha à retarder la procédure en demandant un transfert dans une clinique psychiatrique. Après un examen approfondi, les médecins conclurent qu'il était pleinement responsable de ses actes. Le procureur et les familles des victimes réclamèrent une peine de prison à vie. « Je connaissais Alexander depuis notre enfance. Nous étions à la même école », déclara le frère d'Olga. Chacun de ces nouveaux crimes était pire que le précédent. De telles personnes n'ont pas leur place dans la société, ni dans 10, ni dans 20, ni dans 30 ans. Pendant le procès, le juge a lu les procès-verbaux de l'interrogatoire de l'accusé réalisé lors de l'enquête préliminaire. Tout au long de la lecture, l'homme restait assis, la tête baissée, et a finalement demandé une pause. C'est alors que d'autres détails de sa vie ont été révélés. Maslenikov n'était pas suivi par un psychiatre et n'était pas considéré comme alcoolique. Cependant, il avait déjà 2 condamnations pour vol et abus sexuels. Auparavant, il avait été condamné à 10 ans de prison. Mais peu avant les meurtres, il avait été libéré de façon anticipée. Après sa libération, il s'est enregistré au poste de police de Noginsk et vivait chez sa mère. En tant qu'employé non officiel, il gagnait environ 80 000 roubles, 800 €. Le 10 octobre, il est retourné à Volchsky. Il a emménagé dans l'appartement de son père où sa sœur Maria vivait aussi avec ses enfants. Il avait une somme d'argent considérable sur lui. La journée, il restait à la maison et le soir, il sortait pour rencontrer des femmes. Après un certain temps, il a décidé de louer un appartement de service car il n'était pas à l'aise d'amener de nouvelles connaissances chez lui. Il a trouvé un appartement sur le boulevard Profso-Djoudtsov pour 1000 roubles par jour. Le soir du 12 octobre, vers 23 heures, Maslenikov entra dans un club de karaoké. Sur la piste de danse, il remarqua une femme qui l'intéressait. Cependant, elle n'était pas seule, alors il se joignit à elle. Ensemble, ils chantèrent une chanson. Vers 5 heures du matin, la jeune femme quitta soudainement le club, laissant Olga et Daria seuls avec l'homme à la table. À ce moment-là, ils avaient déjà bu une bouteille de vin et il en commanda une deuxième. Ensuite, ce furent les femmes elles-mêmes qui proposèrent d'aller dans un autre bar. Pourtant, il les invita plutôt chez lui, où de la vodka et des fruits les attendaient déjà. Les proches des victimes rejetèrent catégoriquement les allégations de Maslenikov, selon lesquelles il aurait eu des relations intimes avec les femmes. Selon les résultats de l'examen médico-légal, il n'y avait aucune trace de contact sexuel sur le corps des victimes. Le 27 février, le tribunal a prononcé le verdict final. Maslenikov a été condamné à 23 ans de prison, 10 ans en cellule, 13 ans dans une colonie de haute sécurité, ainsi que 2 années supplémentaires de restriction de liberté. En outre, les mères des victimes ont chacune reçu une indemnisation d'1 million de roubles, 10 000 €. Le ministère public, qui avait requis une peine de réclusion à perpétuité, a jugé le verdict trop clément et a annoncé son intention de faire appel. Dans ses derniers mots, le condamné a exprimé ses condoléances aux familles des victimes, a montré des remords et a demandé la clémence du tribunal. Il a écouté le verdict calmement, contrairement aux proches des femmes assassinées. Ce n'est pas une peine à perpétuité, se sont-ils indignés. Ce monstre sera donc un jour à nouveau libre. Un ami des victimes a ajouté : « Il purgera sa peine et sera libéré. Mais nos filles ne reviendront jamais. »
Je ne doute pas que la prison ne change pas ces gens. Il a déjà été incarcéré et sorti libre. Et que voyons-nous? À peine sorti de prison, il a de nouveau commis un crime. Le tribunal a décidé d'informer les familles des victimes sur le lieu où Maslenikov purgera sa peine. Lui-même s'opposait à cette décision car il avait déjà reçu des menaces. Si je le croise, je ne garantis rien, a déclaré le compagnon d'Olga. Je m'occuperai personnellement de lui et prendrai sa place derrière les barreaux. Peu importe la durée de sa peine, je l'attendrai et ensuite, peu m'importe ce qui arrivera. Selon les médias, Maslenikov purge la première partie de sa peine dans une prison de la ville de Balachov, dans la région de Saratov. D'autres détenus ont indiqué qu'il n'y jouissait pas d'un statut élevé. On le qualifie de mou, ont rapporté ses codétenus. C'est ainsi que la hiérarchie carcérale désigne ceux qui ne tiennent pas parole, coopèrent avec l'administration ou ne peuvent pas se défendre. La plupart des prisonniers l'évitent. En 2023, une rumeur circulait dans la région de Volgograd selon laquelle Maslenikov aurait été gracié. Sur les réseaux sociaux, plusieurs habitants prétendaient l'avoir vu en ville. Certains se sont même tournés vers les rédactions de journaux locaux pour confirmer ou infirmer cette information. Dans les commentaires, on disait que l'homme avait été aperçu dans des magasins ou des lieux publics. Les journalistes locaux ont interrogé le service de presse de la région de Saratov, mais n'ont reçu qu'un refus officiel. Ces informations relèvent de la protection des données personnelles. Elles sont communiquées uniquement aux proches du condamné. Nous ne sommes pas autorisés à commenter cela. L'avocat de Maslenikov a également déclaré qu'il n'était pas au courant d'une éventuelle libération de son client. Jusqu'à présent, aucun indice confirmé ne prouve que le criminel est réellement en liberté. Personne n'a pu le photographier. Pour le moment, cela reste donc une simple rumeur. En juillet 2015, l'histoire de Tamara Samsonova, 68 ans, originaire de Saint-Pétersbourg, a fait grand bruit. On disait que cette retraitée discrète aurait pu être impliquée dans jusqu'à 10 meurtres. La presse l'a surnommée la Cikatilo en jupe de Saint-Pétersbourg. Quelques jours plus tard, le comité d'enquête a publié une déclaration officielle. En ce qui concerne les informations selon lesquelles Tamara Samsonova serait soupçonnée d'avoir assassiné une connaissance le 23 juillet 2015 et pourrait être impliquée dans d'autres crimes similaires, nous déclarons: les enquêteurs ne disposent actuellement d'aucune preuve tangible de son implication dans d'autres meurtres. L'enquête s'est poursuivie. Une expertise psychiatrique judiciaire a révélé que Samsonova souffrait de schizophrénie paranoïde. En août 2016, la décision de porter l'affaire devant les tribunaux a été jugée légitime par le parquet. L'objectif était d'ordonner des mesures médicales coercitives. En termes simples, elle a été admise dans un hôpital psychiatrique sous surveillance renforcée. Dans la soirée du 26 juillet 2015, les restes d'un corps de femme enveloppé dans un rideau en plastique ont été découverts sur un terrain vague près du numéro 10, bâtiment 4, rue Dimitrova. Les enquêteurs de la brigade criminelle ont identifié le suspect en quelques heures. Il s'est avéré que la victime était Valentina Ulanova, 79 ans, qui vivait dans l'immeuble près duquel le corps a été retrouvé. La suspecte était Tamara Samsonova, 68 ans, qui vivait dans un appartement voisin et qui avait cohabité avec Madame Ulanova jusqu'à récemment. Les indices laissaient présager un crime. Des taches de sang fraîchement lavées, l'absence de rideau de douche dans la salle de bain et plusieurs couteaux présentant des résidus d'une substance brunâtre ont permis de dresser un premier tableau du déroulement des faits. Tamara Samsonova a presque immédiatement avoué avoir empoisonné Madame Ulanova en mélangeant une drogue puissante à sa nourriture, puis l'avoir découpée en morceaux et dispersé les parties de son corps dans le quartier. Au départ, Samsonova a affirmé qu'un autre voisin l'avait aidé à commettre le meurtre, mais ce mensonge a été rapidement réfuté, le complice présumé n'étant pas en ville à ce moment-là, et Samsonova a admis avoir inventé cette partie de sa déclaration par animosité personnelle. L'agitation dans les milieux policiers et dans la presse a commencé lorsqu'un des enquêteurs expérimentés s'est souvenu qu'en 2003, il avait dû examiner un cadavre masculin démembré sur le terrain d'une crèche voisine et que l'image lui semblait familière. Tamara Mitrofanovna a avoué sans hésiter. Elle a déclaré avoir loué une chambre à un homme en 2003, puis l'avoir empoisonné et s'être débarrassé de son corps. Les enquêteurs ont pu retrouver les coordonnées de 2 autres personnes qui auraient loué une chambre à Samsonova. La retraitée a déclaré qu'ils étaient tous ses victimes. Cependant, dans la décision finale de l'enquête, un seul meurtre a été retenu. J'ai tenté d'en savoir plus sur le destin de Tamara Samsonova
et de comprendre ce qui était arrivé aux hommes qui avaient croisé son chemin. Elle est née en 1947 dans la ville d'Ushur, dans la région de Krasnoïarsk. Son père travaillait dans la police et portait une arme, selon les dires de la famille. Sa mère était vendeuse. Après avoir terminé ses études secondaires, Tamara serait partie à Moscou et se serait inscrite à l'Institut Maurice Thorez de langues étrangères à la faculté de philologie. Cependant, aucun document confirmant cela n'a été trouvé dans son appartement. Des connaissances affirment toutefois qu'elle parlait couramment l'anglais et l'allemand. Après ses études, Samsonova a brièvement travaillé comme professeure de langues étrangères. En 1971, elle a déménagé à Leningrad pour vivre avec un homme dont elle s'est rapidement séparée. Ne travaillant pas dans son domaine, elle a accepté un poste de nounou dans un hôpital. La même année, Tamara a épousé Léonid Samsonov et a emménagé dans son appartement de la rue Dimitrova. Après le mariage, elle a changé de profession et a commencé à travailler dans un hôtel européen. Le couple n'a pas eu d'enfant. Les premiers faits avérés de la vie de Tamara Samsonova remontent aux années 90. Les enquêteurs ont découvert qu'elle avait consulté un psychiatre à cette époque. En 1996, Samsonova s'est présentée volontairement avec son mari, alors encore en vie, au bureau d'aide socio-psychologique. Comme l'a constaté le médecin, son mari semblait misérable, abattu et même attardé par rapport au caractère vif, brillant et cultivé de Tamara. Malgré son charme, Samsonova est apparue aux spécialistes comme obstinée, querelleuse et capricieuse. La communication s'est faite par téléphone. Le médecin a rendu visite à Samsonova une fois à son appartement, lorsqu'il est venu chercher un livre. C'était à la fin des années 90. Son mari n'était déjà plus là. Cette visite est restée la seule, et la communication a ensuite été interrompue. Le médecin est toujours en vie et continue de travailler malgré son âge avancé. Selon le psychiatre, Samsonova était même remarquablement ouverte avec lui. Elle lui a par exemple confié qu'elle commettait souvent des vols à l'étalage, mais qu'elle ne se faisait jamais prendre. Elle a également évoqué les locataires, qu'elle changeait souvent. La spécialiste l'a décrite comme suit. Une femme intelligente et réservée, dotée d'une grande intelligence. Léonid Samsonov est né en 1947. Il travaillait dans un garage automobile. Comparé à sa femme, il semblait effacé. Comme l'a affirmé Samsonova lors de l'interrogatoire, leur relation était bonne. J'étais comme une mère pour lui, il était comme un fils pour moi. Il a disparu à la fin des années 90, la date exacte reste inconnue à ce jour. Son corps n'a jamais été retrouvé. Lors de conversations avec des connaissances, Samsonova a donné différentes versions. Il m'a quitté, il est mort d'une cirrhose du foie. La version la plus souvent citée était qu'il était allé à la banque et n'était jamais revenu. Samsonova n'a signalé la disparition de son mari à la commission d'enquête qu'en 2015, lorsqu'elle a été amenée au service des enquêtes par le directeur des services sociaux. Lors d'une perquisition au domicile de Samsonova, les documents de son mari disparu ont été retrouvés, notamment son passeport et son livret d'épargne. Lorsqu'on lui a demandé si elle avait tué son mari, Samsonova a nié avec véhémence. Bien qu'elle ait avoué 4 meurtres au cours de la première phase de l'enquête, elle a continué à affirmer qu'elle n'avait rien à voir avec la disparition de son mari. Vladimir a emménagé chez Samsonova à l'été 2001 et a loué une des chambres. Malgré une différence d'âge de près de 20 ans, la relation avec la propriétaire était au départ assez intime. 1 ou 2 mois plus tard, Vladimir et Samsonova ont mis fin à leur relation intime, comme il l'a déclaré dans le cadre de l'enquête. En décembre de la même année, Vladimir a été hospitalisé pour des symptômes d'empoisonnement. Les médecins n'ont pas pu déterminer quelle substance avait provoqué ces symptômes. Après les mesures de désintoxication, ils n'ont trouvé aucune trace de poison dans son corps. Après sa sortie de l'hôpital, Vladimir a immédiatement quitté l'appartement de Samsonova et jouit aujourd'hui encore d'une bonne santé. Les locataires suivants de la retraitée ont eu moins de chance. À l'automne 2003, des écoliers ont découvert dans la cour d'une école maternelle située au 11 rue Koupchinskaya, bâtiment 3, un morceau de cadavre masculin avec un tatouage sur l'épaule. À ce moment-là, l'affaire n'a pas pu être élucidée et l'identité du défunt n'a pas pu être établie. Aucun autre morceau du cadavre n'a été retrouvé, ni membre ni tête. Après une autopsie, les restes retrouvés ont été enterrés dans une tombe numérotée. Après le meurtre d'Ulanova, l'un des enquêteurs s'est souvenu de cet incident. La crèche se trouvait à seulement 650 mètres de la maison de Samsonova. Tamara Samsonova a finalement parlé de son ancien sous-locataire, Sergueï Poutianine,
et a admis lui avoir secrètement ajouté du radédorm dans son bortsch froid. Elle aurait ensuite démembré son corps et dispersé les morceaux dans le quartier. Elle se souvenait également du tatouage sur son épaule, une tête de mort, un serpent et autre chose. Après avoir rétracté plusieurs aveux concernant les meurtres, elle a finalement affirmé avoir tué Poudjanine et Ulanova. Elle n'a toutefois pas été inculpée pour ces crimes. La décision des enquêteurs, approuvée par le parquet, était compréhensible. Comme l'ont expliqué à Criminaire des interlocuteurs familiers avec l'enquête, l'ouverture de la tombe portant le numéro correspondant a permis de découvrir le corps d'une femme. La bonne tombe a bien été trouvée, mais l'examen du fragment de tissu présent 13 ans plus tard n'a pas permis de clarifier la cause du décès. Il s'est avéré que les tissus du cadavre n'avaient pas été analysés en 2003 pour détecter la présence de substances pouvant indiquer un empoisonnement. Il était trop risqué de fonder l'accusation uniquement sur les aveux de Samsonova, car elle pouvait les révoquer à tout moment. Alexander Barichev a rencontré Samsonova par hasard en 2003, alors qu'il se promenait avec sa compagne Larissa dans la rue Sadovaya. Samsonova était alors accompagnée d'un homme nommé Gennady. Les deux couples ont engagé la conversation et ont commencé à communiquer occasionnellement. Après quelque temps, Samsonova a annoncé que Gennady était décédé. Il avait environ 40 ans. Au début, Samsonova et Larissa communiquaient principalement entre elles, mais peu à peu, Barichev a commencé à appeler Samsonova de plus en plus souvent. 1 an après leur première rencontre, selon Larissa, Barichev lui a annoncé qu'après 7 ans de vie commune, il avait décidé de se séparer d'elle et de déménager chez Tamara. Dans les jours qui ont suivi, il a appelé Larissa à plusieurs reprises, 2 ou 3 fois après son déménagement. Le dernier appel a eu lieu environ 1 semaine plus tard, mais il a été brusquement interrompu. Après cela, Alexander Barichev n'a plus jamais été revu, ni vivant, ni mort. Larissa a rapporté que Barichev était très proche de sa sœur et surtout de son neveu. Ce dernier a rendu visite à Larissa en 2007 et a tenté de trouver des informations sur le sort de son oncle, mais sans succès. Immédiatement après son arrestation, Samsonova a déclaré avoir tué Barichev. Cependant, elle est revenue sur cette déclaration par la suite. « Je plaisantais », a déclaré la retraitée. On ne sait toujours pas qui était ce Gennady, s'il est encore en vie ou s'il est décédé, de quoi il est mort. Selon la version officielle à laquelle Samsonova s'en tient, elle aurait empoisonné Ulanova avec du phénazépam et l'aurait découpé après sa mort. Elle aurait mélangé 50 comprimés broyés dans un moulin à café à une salade olivier achetée dans le commerce. Le repas a été servi avec de l'alcool, mais sans ajout de la substance. Les résultats de l'examen médico-légal ont révélé qu'aucune trace de dérivé du phénazépam n'avait été trouvée dans les restes du cadavre et que la victime n'avait pas consommé d'alcool avant sa mort. La déclaration officielle indique prudemment que l'impossibilité de procéder à une analyse chimique médico-légale des fluides biologiques et des organes internes, y compris l'estomac, du corps d'une femme inconnue identifiée comme étant Ulanova, ne permet pas de confirmer ou d'infirmer la possibilité qu'elle ait consommé des produits chimiques, notamment du radédorm et du phénazépam, de son vivant. Une autre curiosité concerne la dose prétendument mortelle de phénazépam. Selon les experts, environ 50 comprimés seraient nécessaires pour provoquer une intoxication mortelle. Et c'est précisément cette quantité que Samsonova a mentionnée dans sa déclaration. Cependant, la question de savoir comment il a été possible que la salade contenant une telle dose de substance n'ait pas eu un goût particulier n'est pas abordée. Le principal problème du rapport d'expertise reste toutefois que la cause du décès n'a pas été déterminée. Cela signifie que l'acte repose uniquement sur les aveux de Tamara Samsonova. Pendant plusieurs années, Tamara Samsonova a tenu un carnet dans lequel elle consignait ses pensées, souvent dans plusieurs langues afin que personne ne puisse les comprendre. Au cours de l'été 2015, les enquêteurs ont déclaré que les notes cryptées contenaient des références à une douzaine de meurtres. Cependant, cette information a ensuite été jugée fausse. Dans le journal, les enquêteurs ont trouvé de nombreuses notes sur la recherche de médicaments tels que le radédorm, le phénaspam et d'autres somnifères puissants. Une note disait par exemple « J'achète 6 boîtes de F, cela coûte 410 roubles et j'ai aussi 2 barres de P. Maintenant, j'en ai assez. » Une autre note disait « J'achète des médicaments, il m'en reste 12 et 18 bleus. » Samsonova elle-même ne prenait pas ces médicaments. Pendant des années, elle se couchait vers 21h et se levait vers 3h du matin, somnolente mais alerte. Les enquêteurs ont supposé qu'elle utilisait les médicaments pour endormir ses victimes potentielles.
Aujourd'hui, la version officielle de la police suit la déclaration de Samsonova selon laquelle elle aurait acheté les médicaments pour ses voisins. En effet, un voisin à qui elle aurait remis un paquet de phénaspam a été identifié. Cependant, on ignore ce qu'il est advenu des autres médicaments mentionnés dans le journal. La décision prise par les enquêteurs semble être la meilleure possible pour toutes les parties concernées. Tamara Samsonova sera probablement internée dans un établissement psychiatrique sous surveillance renforcée pour le reste de sa vie. Les enquêteurs ne voient aucune raison de poursuivre les investigations sur 2 ou 3 autres meurtres potentiels, car il manque de preuves exploitables. De plus, la divulgation publique de telles informations pourrait susciter une agitation inutile. Enfin, cela donnerait l'impression qu'un tueur en série a sévi à Saint-Pétersbourg pendant environ 15 ans sans être remarqué, ce qui nuirait à l'image de la ville, ce qu'il vaut mieux éviter. Sur le plan juridique, aucune autre enquête n'est à prévoir. Ni Leonid Samsonov, ni Alexander Barychev, ni Sergei Poutianine n'ont de proches parents susceptibles de faire pression sur les autorités judiciaires. Le nom de Gennady, que Samsonova mentionne dans ses notes, reste aussi mystérieux que l'identité et le sort des autres anciens locataires qui apparaissent dans son journal intime. L'avocat de Tamara Samsonova, Konstantin Sazonov, a déclaré que la défense était entièrement d'accord avec la position des autorités chargées de l'enquête. Ma cliente reconnaît avoir commis le meurtre de Valentina Ulanova. Nous sommes également d'accord avec les conclusions de l'examen psychiatrique judiciaire qui a confirmé sa maladie mentale. Nous considérons que la décision de renvoyer l'affaire devant le tribunal pour traitement obligatoire est légale et justifiée. Cependant, certains détails restent encore flous. Par exemple, on ignore toujours où se trouvent la tête, les organes internes et les membres de Valentina Ulanova. Le sort des parties du corps de Sergej Poutianine reste également incertain. Et la disparition de Leonid Samsonov et Alexander Barychev reste également un mystère. Les caméras de surveillance situées dans l'entrée de l'immeuble ont enregistré le moment où Samsonova a transporté les morceaux du corps d'Ulanova. Les images montrent clairement qu'elle n'était pas en mesure de transporter les restes très loin. L'endroit le plus probable où les restes du corps ont été jetés est le canal Volkovski. Celui-ci longe la voie ferrée à seulement 300 mètres de l'immeuble. Une fouille approfondie du canal n'a pas encore été effectuée car l'utilisation d'engins lourds, tels qu'une excavatrice, aurait entraîné des coûts trop élevés. Le canal a été nettoyé pour la dernière fois il y a environ 20 ans, soit vers l'an 2000, précisément à l'époque où, selon les enquêteurs, Tamara Samsonova aurait commencé à commettre ses crimes. Si des travaux de nettoyage y sont effectués à l'avenir, il n'est pas exclu que des découvertes macabres soient faites. Au milieu des années 90, la région de l'Altaï a été bouleversée par l'histoire d'un cannibale qui avait assassiné plusieurs personnes au cours de sa carrière criminelle. En raison de ces atrocités, il a été inscrit dans l'encyclopédie criminelle de Russie. Aujourd'hui, nous nous penchons sur cette histoire effrayante qui continue de choquer de nombreuses personnes. Comment cet homme est-il devenu un cannibale brutal? La deuxième partie de cette histoire est encore plus troublante car elle raconte une découverte horrible dans une cave. Les enquêteurs y ont trouvé plusieurs bocaux d'1 litre contenant de la chair humaine, mais procédons par ordre. Cette histoire a bouleversé tout l'Altaï. Avant sa carrière criminelle, on savait peu de choses sur lui, mais un seul fait suffit pour comprendre comment un garçon ordinaire d'une petite ville est devenu l'un des criminels les plus dangereux de Russie. Il s'appelait Alexander Maslich, né en 1971 à Alaïsk, dans la région de l'Altaï. Il a passé son enfance et son adolescence dans un environnement socialement dysfonctionnel. Ses 2 parents étaient alcooliques. Selon ses dires, son père était également dépendant à des substances illégales, raison pour laquelle il est né avec des problèmes de santé. Dès son enfance, il avait tendance à être agressif et à faire des fugues, s'enfuyant souvent de chez lui après avoir été maltraité physiquement par ses parents et avait de sérieux problèmes à l'école. Il a été enregistré à plusieurs reprises au commissariat des mineurs. À l'âge de 12 ans, en raison du mauvais comportement et de l'alcoolisme de ses parents, il a été envoyé dans un internat pour adolescents difficiles. En réalité, il était orphelin de père et de mère. À l'internat, il a été maltraité physiquement et psychologiquement par des élèves plus âgés. Après sa sortie, il a mené une vie criminelle et asociale, commettant des vols de voitures et des agressions. Extérieurement, il était grand et mince, mais intérieurement,
Il était renfermé et peu sûr de lui, incapable de se défendre. Des années plus tard, pendant le procès, certains jurés n'ont pas pu retenir leurs larmes lorsqu'ils ont appris son enfance difficile. Après avoir quitté l'internat, il a décidé de lutter contre le mal par des méthodes radicales. Il voulait punir ceux qui faisaient du mal aux mineurs. Lors de ses entretiens avec les enquêteurs, il se décrivait comme un nettoyeur de la forêt. Cependant, sa carrière criminelle a commencé par des délits mineurs, et c'est lors d'un de ces délits qu'il a tué quelqu'un pour la première fois. Il s'est ainsi retrouvé dans une colonie de haute sécurité à Barnaoul. Le crime suivant qu'il a commis était déjà conforme à son idéologie, à savoir punir les criminels. En 1991, il a tué un codétenu, ce qui lui a valu 12 ans de prison et le statut de récidiviste. Après cela, même les détenus les plus dangereux avaient peur de se retrouver dans la même cellule que lui, et pour cause. Sa peine s'est allongée jusqu'à devenir une peine à perpétuité, car chaque nouveau crime commis derrière les barreaux était de plus en plus sophistiqué et brutal. Plus tard, il a été transféré à la prison préventive Ndegro 1 de Barnaoul, où il a élaboré un plan ingénieux qu'il a mis en œuvre avec détermination. Il souhaitait être envoyé au centre scientifique Serbski de psychiatrie sociale et légale à Moscou. C'est là que les criminels les plus dangereux étaient envoyés pour être examinés et que leur responsabilité pénale était déterminée, en particulier dans le cas d'une condamnation à mort ou à la prison à perpétuité. Dans les années 90, cet établissement était considéré comme une sorte de lieu de villégiature pour les détenus, car le voyage vers la capitale et l'examen duraient plusieurs mois. Pendant cette période, il était possible de se remettre des dures conditions de détention. De plus, beaucoup espéraient y obtenir le statut d'irresponsabilité pénale, qui pouvait alléger leur peine. De nombreux prisonniers considéraient qu'il était plus facile de s'échapper de là que de la prison de Barnaoul. Alexander partageait une cellule avec un criminel condamné pour avoir agressé une mineure. Leur relation n'était pas harmonieuse. Un soir, le nouveau voisin a commencé à se vanter de ses exploits et à raconter ses crimes avec un plaisir non dissimulé. Il a même plaisanté avec Alexander en lui disant qu'il torturait cruellement ses codétenus. En réponse à ces propos, une dispute a éclaté. Au milieu de la dispute, Alexander a passé une corde autour du cou de son voisin et l'a étranglé. Il a laissé le cadavre dans la cellule et a rapidement été qualifié de cannibale. Bien qu'il ait lui-même affirmé avoir goûté à la chair humaine avant son arrestation, cet incident a été déterminant. Alexander était certain qu'il serait déclaré irresponsable et interné dans un établissement psychiatrique si les gardiens l'observaient en train de manger la chair de son compagnon de cellule. Il utilisa comme arme le stylo à billes ordinaire qu'il avait taillé sur le sol de la cellule. Il poignarda d'abord sa victime, puis fit cuire ses organes dans un lavabo et les mangea. Cependant, aucun des employés ne déclara avoir été témoin de la scène. Peut-être ont-ils préféré fermer les yeux. Comme le droit russe ne prévoit pas d'article spécifique pour le cannibalisme, il a été transféré en 1994 dans le centre d'isolement pénitentiaire d'une colonie pénitentiaire à Rubkovsk en tant que délinquant particulièrement dangereux ayant enfreint le régime. Les autorités craignaient que son comportement ne provoque des troubles de masse parmi les détenus. Sergueï Voronin, criminologue, se souvient. Cette année-là, j'ai été envoyé en mission à Rubkovsk pour examiner une autre affaire. Ce n'est que le lendemain que j'ai appris le meurtre flagrant et j'ai décidé de rencontrer le coupable. À ma grande surprise, il m'a donné l'impression d'être une personne agréable. Il s'exprimait de manière cohérente et compétente, son comportement était approprié et même courtois. Il n'y avait aucune trace d'agressivité. Il était grand, mince, mesurant près de 1,80 m. Sa motivation était évidente. Il souhaitait être déclaré irresponsable et avait créé toute une légende à cette fin. Edward Bauer, enquêteur dans cette affaire devenu plus tard avocat, a ajouté « À mon avis, c'était un criminel ordinaire qui nourrissait une rancune envers les gens. L'examen médico-légal a révélé qu'il était parfaitement responsable de ses actes. Pendant la rencontre, il est resté calme et n'a montré aucune crainte, bien que de telles conversations aient toujours lieu sous surveillance et en présence d'un chien policier. Au moment de son dernier crime, son histoire fictive avait pris la forme d'un scénario bien pensé, et le meurtre lui-même était devenu une sorte de mise en scène. Dans la cellule de la prison de Rubkovsk, il s'est retrouvé avec des délinquants tout aussi dangereux. Tous trois avaient à peu près le même âge. Alexander avait alors un peu plus de 20 ans. Il avait déjà été condamné 4 fois, dont une fois pour meurtre. Son compagnon de cellule avait 25 ans et avait été condamné
3 fois pour vol et cambriolage. Le troisième, Alexei Dzuba, qui allait devenir la victime, avait le même âge qu'Alexander et n'avait été condamné que 2 fois pour vol et cambriolage. Ils rêvaient tous d'aller précisément dans ce centre de Moscou. Dzuba en était l'initiateur. Si ce n'était pas à Moscou, alors au moins dans une autre ville, afin de changer de cellule. Il pensait qu'un meurtre était le moyen le plus simple d'y parvenir. Lussov, qui était taciturne, approuvait toujours les plans du meneur, et Alexander, qui avait déjà commis de tels actes, a immédiatement soutenu l'idée. Ils ont décidé de tuer leur quatrième compagnon de cellule, mais celui-ci s'est avéré résistant et a survécu au coup. Il a finalement été transféré dans une autre cellule. Dzuba a alors proposé un nouveau plan. Alexander a commencé à jouer la comédie afin de rendre sa légende psychiatrique plus crédible. Il a raconté à tout le monde qu'enfant, il aurait mangé des tartes à la chair humaine et qu'il n'avait jamais pu oublier ce goût. Dans sa cellule, il a même réalisé une affiche sur laquelle était écrit « Je veux manger quelqu'un ». L'anti-héros a décidé de se venger de Dzuba. La nuit précédente, il dessina à nouveau sur un morceau de carton, cette fois-ci l'image d'un corps démembré. Lorsque le gardien s'endormit pendant la nuit, Alexander se mit au travail. Il passa une corde autour du cou de Dzuba tandis que Lussov maintenait la victime par les jambes. Le cadavre a été découpé à l'aide de lames de rasoir. Les organes internes ont été prélevés, un peu de sang a été bu, et les organes ont été cuits dans les toilettes en utilisant du coton brûlé pour les chauffer. Lussov a refusé de participer à ce repas macabre, tandis qu'Alexander a goûté un petit morceau de foie. Il n'a pas pu l'avaler, mais l'a mis dans sa bouche. Une expertise ultérieure a confirmé la présence d'empreintes de dents sur le morceau de foie. Les enquêteurs du parquet ont estimé qu'il n'avait pas agi par plaisir, mais pour goûter à la liberté, aussi absurde et inquiétant que cela puisse paraître. En raison de l'épaisseur de la porte de la cellule, il était difficile de surveiller ce qui s'y passait, et les fenêtres n'étaient pas équipées de barreaux, de sorte que le vent nocturne d'été a temporairement effacé les traces du crime. Le matin, les hommes ont avoué leur crime de leur plein gré et ont déclaré « Nous avons mangé Dzuba ». Au tribunal, ils ont immédiatement plaidé coupables et ont finalement été transférés dans le centre de détention tant attendu. Là, les médecins ont déterminé que Maslich et Lussov avaient seulement simulé le cannibalisme et les ont tous deux déclarés responsables de leurs actes. Pendant l'enquête, Alexander a commis un autre meurtre. Il a tué un codétenu qui refusait de payer une dette de jeu. En 1996, il a été condamné à 15 ans de prison, tandis que Maslich risquait la peine de mort. Cependant, en raison du moratoire, sa peine de mort a été commuée en prison à vie. Il a été transféré dans la prison la plus tristement célèbre de Russie, le Dauphin Noir, dans la région d'Orenbourg. En 2015, Alexander Maslich est décédé, les circonstances exactes de sa mort restant inconnues. En 2005, une émission spéciale intitulée Pure Confession Cannibals a été diffusée, dans laquelle Alexander Maslich était l'un des personnages principaux, aux côtés d'autres criminels notoires. Dans l'interview, il a tenté de rejeter la responsabilité sur Siuba, le codétenu qu'il avait tué, et s'est plaint de son état de santé. Plus tard, dans le cadre d'un autre projet, télévisé, il s'est à nouveau plaint de ses conditions de détention et de la détérioration de sa santé. Rendez-vous maintenant à Novaya Kachovka, où les mères, les maris et les enfants des femmes victimes d'un autre individu dangereux devaient se réunir dans la salle d'audience. Cette histoire ressemble davantage à un film d'horreur qu'à la réalité. Dans la cave d'une des maisons, les enquêteurs ont fait une découverte macabre. Des dizaines de bocaux d'1 litre remplis de chair humaine y étaient entreposés. L'affaire du monstre de Novaya Kachovka présentait une particularité étrange. Personne n'avait même tenté de retrouver l'une de ses victimes. Les médias ont largement couvert ces crimes atroces, mais les femmes que le meurtrier conservait dans des bocaux de 3 litres n'ont pratiquement pas été mentionnées. Novaya Kachovka est une ville tranquille, réputée pour sa sérénité, et de telles atrocités y sont extrêmement rares. Pourtant, la réputation de la ville a été détruite par l'un de ses habitants. L'arrestation a eu lieu en janvier, et aujourd'hui encore, des curieux viennent dans le quartier pour voir les fenêtres de l'appartement où vivait le cannibale. Le suspect n'a pas nié avoir préparé un ragoût avec ses victimes et l'avoir mangé avec plaisir. Une expertise médico-légale a confirmé que le meurtrier était responsable de ses actes et les avait commis en toute conscience.
Vladimir Dolgui, qui travaillait comme gardien de cimetière, habitait dans la rue Pionerskaya. Ses voisins le décrivaient comme un homme courtois et sympathique. Il remarquait toutefois qu'il invitait souvent des femmes chez lui, ce qui semblait étrange après son divorce. Selon les propres déclarations de Vladimir, il trouvait plus facile de vivre avec des femmes qui n'avaient aucune exigence et ne le critiquèrent pas. Un jour, il poignarda l'une de ses invitées et en conclut que personne ne recherchait ces femmes et qu'elles ne manquaient à personne. Il décida alors de goûter à la chair humaine. Chaque festin avec une nouvelle victime se terminait par la mort de celle-ci. Comment se déroulèrent les meurtres? Il invitait d'abord la femme dans la cuisine, la faisait asseoir à table et la poignardait soudainement. Dans sa déposition, il a déclaré « J'ai soigneusement séparé la chair de la peau. La graisse était particulièrement savoureuse. Je l'ai coupée en petits morceaux. J'ai fait bouillir la tête pour qu'elle ne remonte pas à la surface de la rivière. » C'est ainsi que les femmes marginalisées ont disparu les unes après les autres. Le cannibale ne se contentait pas de manger ses victimes, il les conservait également sous forme de viande en conserve. Son festin cruel aurait pu se poursuivre s'il n'avait pas été interrompu par un hasard. La dernière invitée de Vladimir était Irina, qui aurait pu devenir sa 11e victime. Cette nuit-là, sous l'influence de l'alcool et de la drogue, Vladimir a tué une compagne de beuverie sous ses yeux et s'est vanté d'avoir auparavant assassiné son ami de la même manière. Après le meurtre, il a découpé le corps dans la salle de bain, a cuit la viande et l'a proposée à Irina. Il prévoyait de se débarrasser des restes pendant la nuit. Pendant qu'il s'occupait de cela, Irina, terrifiée, s'est cachée chez une amie et s'est rendue à la police le lendemain. Vladimir a été arrêté. Lors de la perquisition de son appartement, les enquêteurs ont trouvé un grand nombre de boîtes de conserve remplies de ragoûts qui occupaient tout le garde-manger. Au total, 22 boîtes contenant de la chair humaine ont été dénombrées. Il est particulièrement remarquable que Vladimir savait exactement quelle chair se trouvait dans chaque boîte. « Voici Liuba et voici Valia », disait-il. Selon ses déclarations, une personne donnait 3 boîtes de ragoût. Au total, il avait tué 9 femmes et déjà consommé le contenu de 8 boîtes. Les poursuites judiciaires se sont avérées difficiles. Les restes mortels de nombreuses victimes n'ont pas pu être retrouvés, car il les avait jetés dans la rivière et personne n'avait signalé leur disparition. Les conserves n'ont pas non plus pu être utilisées comme preuve complète, car les experts ne disposaient pas de l'équipement nécessaire pour effectuer une analyse précise. Vladimir a avoué les meurtres et risquait une peine d'emprisonnement à perpétuité. Un expert médico-légal qui l'a examiné après son arrestation a conclu qu'il s'agissait d'un cas unique. Ces actes trouvaient leur origine dans un traumatisme psychologique. Il aimait beaucoup sa mère et a beaucoup souffert de sa mort. Il était méticuleux, sportif, mais avait de sérieux complexes dans ses relations avec les femmes. Un jour, son ami lui a pris une prostituée et, remarquant la timidité de Vladimir, a lui-même couché avec elle. Vladimir a alors développé une haine profonde envers ce type de femme. Lors d'une autre visite, il a tué son ami et a contraint la femme à se taire en la menaçant de la dénoncer comme complice. Il a découpé le corps de son ami et l'a jeté dans la rivière. La femme est restée avec lui pendant un certain temps, mais il l'a également tuée par la suite. Selon ses dires, il trouvait même agréable de tuer une femme. Vladimir a donc continué à inviter des femmes chez lui, à les tuer et à en faire du ragoût. Il a finalement été retrouvé et arrêté. Il a avoué 36 meurtres, mais seuls les restes. De 9 victimes ont pu être retrouvées dans la rivière. 3 jours après son arrestation, à l'automne 2004, Vladimir Dolgui a soudainement été victime d'un grave accident vasculaire cérébral et est décédé. À la question des journalistes qui lui demandaient s'il avait peur de la prison, il a répondu « Non, je n'ai pas peur, mais j'ai compris ce que j'ai fait ». Il a pleinement reconnu sa culpabilité et attendait sa condamnation, mais il est décédé dans sa cellule à l'âge de 43 ans. Il est à noter qu'il n'avait auparavant aucun problème cardiaque connu.